Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, la nouvelle émission Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, on commence comme tous les jours avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique qui sera consacré tous les jeudis à l'investissement ISR. Nous recevrons donc pour ce premier jeudi Isabelle Guénard-Malocène, la présidente du comité du label Finansol, avec qui nous aborderons le sujet de l'épargne et donc de la finance solidaire. Ensuite, enjeu patrimoine où nous ferons un focus sur l'assurance vie et plus particulièrement sur l'attrait toujours massif des investisseurs pour les contrats d'assurance vie en unité de compte. Sur les derniers mois, cet attrait ne s'est pas démenti. Nous tenterons de comprendre pourquoi avec Franck Levallois de la Fédération française de l'assurance et Jérémy Chor de bienprévoir.fr. Et puis dans la deuxième demi-heure de notre émission, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de décrypter le monde de la gestion de patrimoine, mais avec cette fois-ci des conseillers en gestion de patrimoine. Mais pas que, nous serons également accompagnés de chroniqueurs, tous professionnels du secteur patrimonial, qui décortiqueront pour vous des investissements, des tendances ou tout simplement nous apporteront leurs conseils concrets pour la construction de son patrimoine. Bienvenue à vous tous qui nous regardez. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique, c'est chaque jour de la semaine une thématique d'investissement décryptée. Et le jeudi, patrimoine thématique s'intéresse à l'ISR. Et pour ce premier numéro, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Guénard-Malocène, la présidente du comité du label Finansol. Bonjour Isabelle Guénard-Malocène. Bonjour. Alors le label Finansol est loin d'être nouveau, il date de 97. Ça fait donc un peu plus de 20 ans qu'il distingue, si je puis le dire ainsi, des produits d'épargne solidaire. Pourquoi? Alors aujourd'hui, c'est à la mode, aujourd'hui c'est même demandé. Pourquoi cette nécessité de créer un label Finansol donc lié à l'épargne solidaire il y a plus de 20 ans? C'est intéressant parce que Finansol et le label et l'association, qui est aujourd'hui devenue l'association FAIR, est une très vieille finalement association, mais qui était précurseur et qui a toujours été assez innovante. Et la nécessité d'un label, c'est vrai, elle est importante aujourd'hui puisque les produits financiers dits durables ou ISR se multiplient, et tant mieux, c'est très bien. Les labels de finances durables, solidaires, ISR, verts se multiplient en France, mais aussi en Europe. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir distinguer les produits. La première chose qui est importante, c'est en effet, ce sont les labels en tant que tels, parce que les labels sont une garantie. Voilà, c'est ça, ils viennent certifier que tel ou tel produit fait réellement de l'investissement socialement responsable. Exactement. Alors, il y en a plusieurs qui existent en France aujourd'hui. Il y a 2 labels d'État. Il y en a un porté par le ministère de la Transition écologique et l'autre par le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, 2 labels d'État. Un troisième dont on parlera moins aujourd'hui, puisqu'il est plus lié à l'épargne salariale. Et le label Finansol. Comment est-ce qu'un label associatif réussit à coexister avec 2 labels d'État? Un label privé. Un label privé, oui. Alors déjà, je pense qu'il faut plusieurs labels, parce qu'il n'y a pas une finance durable. Et il y a des produits avec leurs spécificités. Les 2 labels publics qui existent aujourd'hui, le label ISR est un label assez, en effet, généraliste. Donc c'est celui qui est porté par le ministère de l'Économie et des Finances. Exactement. Et l'autre label, qui est le label Greenfin, qui est dédié aux produits dits verts, en fait, des thématiques environnementales bien spécifiques. Le label Finansol, donc qui dépend de l'association FAIR, est lui plus ciblé sur la thématique de l'impact social. D'accord. Ou l'impact sociétal, parce que c'est social et environnemental, mais il y a vraiment une caractéristique bien plus marquée. Et je reviens à votre question d'origine, parce qu'il y a 20 ans, la notion de promouvoir l'inclusion et la solidarité dans la finance, elle existait déjà. Et aujourd'hui, ce label privé trouve toute sa place, puisqu'il complète les labels déjà existants. Et ça, c'est un point, c'est un point intéressant. Il est privé. Ce qui fait sa différence, c'est que c'est un label qui a été créé par des praticiens. D'accord. Et dans la finance solidaire. Par des personnes qui travaillaient du coup dans le monde de la finance et qui se sont dit il faut apporter un peu plus de solidarité dans cette finance-là. Exactement. Et dans le monde de la finance et dans le monde des entreprises sociales. Des entrepreneurs qui ont eu besoin d'avoir accès à l'épargne et pour cela de faire appel à l'épargne publique et de proposer leurs produits avec une garantie aux épargnants.
Donc un label Finansol qui va du coup certifier ou en tout cas distinguer des produits financiers ou des fonds financiers qui vont eux-mêmes investir dans des sociétés. Et on va regarder si les sociétés ont réellement cet impact social dont vous nous parlez. Première question toute bête, mais ça veut dire quoi impact social? Ça, c'est une grande question. Je crois qu'on n'a pas assez de temps pour Ouais, y c'est ça. répondre. Mais je pense que ce qui est important, en effet, c'est ce que va certifier le label Finansol, c'est trois choses. Mhm. C'est que ce qu'on finance sont bien ce qu'on labellise, pardon, sont bien des produits financiers qui vont financer des initiatives à très forte utilité sociétale, D'accord. utilité sociale et environnementale. Et c'est vraiment le point clé. Ça répondra sans doute un petit peu à votre question sur qu'est-ce que c'est que l'impact social. Ce qu'on entend par utilité sociale et impact social, c'est le fait de financer des initiatives qui vont permettre à des personnes ou des zones qui, a priori, en sont privées, qui va permettre l'accès à des besoins de base, en fait. Et les besoins de base, très clairement, c'est l'emploi, c'est le logement décent, c'est l'alimentation, ce sont les soins. D'accord. Enfin, ce qu'on entend par impact social, c'est vraiment ça. Ce sont des produits financiers qui vont permettre d'apporter des capitaux à des initiatives qui vont favoriser l'inclusion. D'accord. Je pense que ce qui fait un petit peu la différenciation entre d'autres labels et le label Finansol et FAIRE, c'est la notion vraiment d'inclusion sociale importante. Donc on est moins sur des thématiques d'environnement ou autres, parce que l'impact a aussi également une signification dans des thématiques environnementales. Là, on est vraiment plus sur des thématiques humaines, sociales, sociétales. Alors, les produits financiers labellisés Finansol labellisent aussi, financent aussi des initiatives environnementales, mais environnementales et sociales. D'accord, on est vraiment sur ce volet social. Il faut qu'il y ait la notion de public bénéficiaire. D'accord. On parle de projets de financement de circuits courts ou les projets d'énergie renouvelable, mais qui sont portés par des citoyens ou qui ont une connotation sociale, sociétale importante. Alors, quand on délivre un label, quels sont les critères objectifs qu'on met en place pour dire tel fonds a sélectionné un certain nombre d'entreprises qui ont l'impact qu'on estime un impact suffisant au niveau social ou sociétal? Alors, c'est compliqué. Oui. On va voir les entreprises directement. Alors, c'est compliqué, mais heureusement, comme vous l'avez dit, le label est vieux. Oui, donc il a un petit peu d'expérience. Et puis, il y a de nombreuses personnes qui travaillent sur le sujet. Il y a une quinzaine de membres indépendants qui font partie du comité du label et surtout qui sont épaulés par ce qu'on appelle l'Observatoire, qui est une équipe de l'association FAIRE et qui fournit les outils, les process et qui permet d'analyser de façon assez précise les dossiers. C'est compliqué aussi. Pourquoi ? Parce que le label Finansol n'est pas seulement accordé à des fonds ou des OPC. Ils peuvent accordé à des produits d'assurance vie, à des unités de compte, à des livrets. Donc, vous faites l'immobilier aussi, parce qu'on voit même parfois des labels ISR pour le coup dans l'immobilier. Donc on se demande parfois effectivement comment est-ce que des labels ISR, Greenfin ou Finansol arrivent finalement à délivrer des certifications pour autant de secteurs d'activité différents. Alors dans l'immobilier, ce qui est assez facile, j'allais dire, c'est quand le label Finansol est apposé sur des parts de capital ou des parts sociales d'entreprises de foncières, qui sont adossées à des associations. C'est le cas de Caritas, c'est le cas de la foncière Habitat Humanisme. Et là, c'est très clairement de l'habitat social. Donc, la mission sociale est quand même assez claire. Il y a aujourd'hui des produits, financiers plus traditionnels, par exemple de private equity, qui investissent pour partie dans l'immobilier, entre guillemets, classique, et une partie dans l'immobilier social. Sur la partie immobilier classique, le label Finansol, même si ce n'est pas des activités de solidarité, regarde la cohérence, bien évidemment, du produit. Donc, il faut que l'ensemble, en effet, soit... Il ne s'agit pas de poser son label, un label à fort impact social sur un produit financier où il y ait 5% de projets à fort impact social et puis le reste, bien sûr, il faut que ça reste cohérent. Ouais. Exactement. Mais en effet, notre spécificité, c'est vraiment cette partie de projets, de financement, d'initiatives qui ont un impact sociétal très important. Alors, on a pris l'exemple de l'immobilier, mais donc du coup, on imagine que c'est la même démarche effectivement pour d'autres secteurs d'activité. Une dernière question, Isabelle Guénard-Malocène. Vous l'avez dit, il y a de plus en plus de labels aujourd'hui qui existent. On en a 4 en France, qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays européens, qui sont eux-mêmes pas les mêmes que dans d'autres pays non européens. Quand on est épargnant et qu'on se dit effectivement, je veux que mon épargne ait un impact. Ouais. Premier blocage, on ne sait
on ne comprend pas exactement, effectivement, à qui il faut faire confiance ou non. Et deuxième blocage, on a du mal parfois à se dire, mais oui, mais concrètement, mon argent, il sert à quoi? Qu'est-ce qu'on leur répond à ces épargnants? Je pense que c'est un point essentiel. C'est de comprendre un petit peu, et c'est en effet ce que l'association FAIRE aussi essaye de faire. Et le label, c'est d'améliorer la lisibilité. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de produits ISR ou de finances durables, et tant mieux. Seulement, tout le monde n'a pas, en tant qu'épargnant, Les mêmes même notations, objectif. le même Exactement. Ah oui, et même en tant qu'épargnant, les mêmes Exactement, objectifs. les objectifs de rendement, la capacité de risque, enfin, ce sont des critères classiques pour investir. Mais au-delà de ça, chaque épargnant peut avoir une appétence un peu particulière, peut avoir envie de donner du sens en épargnant d'une certaine façon. Je pense que ce qui est important, c'est en effet de savoir ce qui va financer en bout de ligne, et surtout, et avant cela, est-ce que ça a un impact concret? Puisqu'en effet, c'est vraiment tout le sujet, et c'est le sujet de l'association FAIRE et du label Finansol, c'est de dire qu'est-ce que c'est que la finance solidaire ou la finance à un fort impact social? C'est du financement d'initiatives de terrain, des Donc on peut voir initiatives innovantes de concrètement, de manière tangible, Exactement. l'impact que ça a. Et d'ailleurs, dans ce qui est observé dans les analyses des dossiers qui passent au comité du label Finansol, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous ciblez, et l'Observatoire de FAIRE a une grosse base de données qui permet justement à la fin d'année d'ailleurs, de condenser tous ces impacts. Voilà, ça veut dire les produits financiers labellisés Finansol ou les produits solidaires, c'est 1400 personnes relogées l'année dernière. Plus, c'est une création de plus de 38 000 emplois, c'est des projets d'énergie renouvelable, c'est du soutien aux projets dans les pays du Sud. Donc, c'est des choses très concrètes. Et nous, on insiste là-dessus, et le label Finansol a évolué et continuera d'évoluer sur ce sujet, parce qu'on a les données. Et je pense que c'est important, comme vous l'avez dit, pour un épargnant, soit privé, soit institutionnel, de se rendre compte, effectivement. De se rendre compte, oui, exactement. Et de se rendre compte concrètement de l'impact de son action. Merci beaucoup, Isabelle Guénard-Malocène, de nous avoir détaillé un petit peu plus du coup, le fonctionnement d'un label. Je rappelle que vous êtes présidente du comité du label Finansol. Quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et on s'intéresse à présent dans Enjeux Patrimoine à l'un des placements préférés des Français, à savoir l'assurance vie. Selon les chiffres de la Fédération française de l'assurance, les collectes sont toujours élevées, voire records sur ce placement, et les stratégies retenues sont majoritairement en unité de compte. Pourquoi un tel engouement et qu'est-ce qui plaît autant par rapport à d'autres placements? Nous en parlons avec Franck Levallois, directeur général de la Fédération française de l'assurance. Bonjour Franck Levallois. Bonjour Nicolas. Et nous en parlons également avec Jérémy Chor, directeur commercial de bienprévoir.fr. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. On va commencer avec vous Franck Levallois, je l'annonçais, donc des collectes toujours élevées, voire records sur l'assurance vie à fin juin. Vous pouvez peut-être nous donner quelques ordres de grandeur de cette collecte et du coup sur juin, mais sur les mois précédents également? Oui, absolument. Donc sur la première partie de l'année, le premier semestre 2021, les cotisations en assurance vie sont élevées à plus de 77 milliards d'euros, ce qui est un chiffre très très élevé qu'on n'avait pas vu depuis plus de 10 ans maintenant. Et lorsqu'on zoome sur la partie unité de compte, on est sur des records absolus, puisque le montant des cotisations en unité de compte sur le premier semestre s'élève à quasiment 30 milliards d'euros. Ce qui représente une proportion en unité de compte, là aussi très très élevée, en fait, qui continue de progresser sur les dernières années. Et sur le mois de juin, nous avons connu un taux, une proportion d'unités de compte sur le montant des cotisations de 41%. D'accord. Donc les unités de compte continuent à progresser parce qu'effectivement, initialement, je ne sais pas si c'était initialement, mais en tout cas, il y a quelques années, les fonds en euros étaient favorisés parce que considérés comme plus stables. Là, on voit effectivement l'envie des épargnants se décaler vers l'unité de compte. Oui, il y a une transformation aujourd'hui à laquelle nous assistons, une transformation de l'assurance vie, mais qui vient d'une modification de l'attente des épargnants. Vous le signaliez, il y a quelques années, en 2012, la proportion des unités de compte dans les cotisations s'élevait à 12%. Et puis cette proportion a augmenté progressivement jusqu'à atteindre l'année dernière 35%.
Et sur ce début d'année, sur ce premier semestre, on est à 38%. Donc ça progresse encore plus. Bon, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais pourquoi? Parce que les unités de compte rapportent plus que les fonds en euros et qu'en même temps, les épargnants sont prêts à prendre un petit peu plus de risques pour avoir un petit peu plus de rendement? Oui, je crois qu'il y a un contexte économique qui n'échappe à personne. C'est à la fois cet environnement de taux bas, voire négatif, Bien sûr, oui. depuis maintenant quelques années. On a vu au cours du premier semestre 2021 les taux de l'OAT à 10 ans remonter, repasser en territoire positif. Et puis finalement, les perspectives financières, perspectives économiques ont conduit à ce qu'on repasse aujourd'hui en territoire négatif et le taux de l'OAT est aujourd'hui à moins 10, moins 13 points de base. Et donc, à la fois cet environnement de taux négatifs ou bas et des marchés actions qui ont largement progressé sur le début de l'année. On est par exemple, des deux côtés de l'Atlantique, à la fois pour le Dow Jones, pour le DAX ou pour le CAC 40, plus près de nous, avec un taux de progression qui avoisine les 20% ou les dépasse. Et donc, c'est vrai que ces deux facteurs créent une attractivité supplémentaire pour les unités de compte, mais j'allais dire, cette attractivité, elle répond à une volonté de davantage diversifier son allocation quand on est épargnant. Jérémy Chor, vous avez fait le même constat, vous directement au contact de vos clients, cette idée d'aller déjà dans l'assurance vie et ensuite en unité de compte? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'assurance vie reste le placement financier préféré des Français. Et effectivement, il y a des changements qui s'opèrent au sein même des contrats d'assurance vie, puisque les contrats d'assurance vie sont un peu le couteau suisse de la gestion de patrimoine, puisqu'on peut y loger énormément de supports différents. Et les contrats d'assurance vie sont largement dominés par les fonds en euros. Mais comme le disait Franck, il y a une diminution de la performance des fonds en euros depuis maintenant plus de 20 ans, puisque rappelons juste que dans les années 90, les fonds en euros étaient super performants, puisqu'ils délivraient des performances supérieures à 6% encore, ce qui est assez exceptionnel pour un placement qui a de nombreux avantages, qui procure une garantie en capital. Le capital, bien sûr. Ça, c'est quand même un élément qui est très important, puisqu'il y a quand même un très grand nombre de Français qui sont averses au risque et qui cherchent une sécurité absolue, mais qui procurent aussi une liquidité. Et ensuite, donc, comme ces obligations ou ces fonds euros sont investis sur des obligations d'État, on le disait à l'instant, les taux ont nettement diminué ces dernières années. Donc depuis les années 2000, on constate une baisse assez importante de la performance des fonds en euros. On était encore en 2000 à 5%, voire un peu plus. Ça a diminué autour de 3,5% en 2010 et aujourd'hui, on est proche des 1%. Donc aujourd'hui, les épargnants qui sont à la recherche de performance pour des investissements qui sont quand même sur du long terme, puisque l'assurance vie, c'est un placement long terme, les UC encore plus. Donc aujourd'hui, on a de la demande pour aller vers des unités de compte et aller chercher un peu plus de performance au détriment de la garantie en capital. Alors, Franck Levallois, vous nous donniez donc à fin juin cette proportion de 40% en unité de compte. Est-ce 41, que ça veut, oui. 41% en unité de compte. Est-ce que ça veut dire, peut-être d'abord vous, Franck Levallois, et ensuite vous, Jérémy Chor, que c'est 41% de contrats d'assurance vie en unité de compte ou on mélange à l'intérieur parce qu'on veut quand même avoir une partie de son capital un peu protégée et aller chercher de la performance en même temps? Non, ça répond à une allocation évidemment qui mixe la partie euro et la partie unité de compte. Et 41%, c'est le taux de la proportion des unités de compte sur les cotisations du mois de juin. Je rebondis sur ce que disait Thierry. C'est vrai que l'assurance... Jérémy Chor. Jérémy, pardon. C'est que l'assurance vie, finalement, protège l'épargne, le patrimoine, dans la mesure où, lorsqu'on regarde sur les 10 dernières années, on s'aperçoit que, quand bien même le rendement net de frais de la partie euro a diminué, c'est vrai, néanmoins, sur les 10 dernières années, il s'élève à 2,2%. C'est le taux, c'est le rendement moyen net de frais. Et la partie unité de compte à 2,8%. Et donc, on voit bien que dès lors que le rendement de la partie euro diminue, c'est vrai que les épargnants, pour tenter d'espérer un rendement supérieur, vont se tourner davantage vers les unités de compte. Mais lorsqu'on compare, et c'est ça qui est important, me semble-t-il, au niveau de l'inflation, au taux d'inflation sur les 10 dernières années, qui, grosso modo, est autour de 1% en moyenne sur les 10 dernières années, on voit bien que l'assurance vie a plus que protégé
l'épargne et le patrimoine de ces assurés. C'était effectivement une question, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on va vers l'assurance vie et pas directement sur des marchés actions. C'est parce qu'on a quand même ce sentiment que c'est un placement liquide, on peut récupérer son argent et on a globalement confiance dans ce placement. Oui, et puis ça répond à beaucoup d'attentes. Donc, on le disait tout à l'heure, l'assurance vie, finalement, répond à une multitude d'attentes. Comment financer, préparer votre acquisition de résidence principale, comment financer les études des enfants, comment préparer sa succession. Voilà, donc il y a beaucoup, ou préparer sa retraite, évidemment. Et donc, l'assurance vie permet de répondre à beaucoup d'attentes, ce que d'autres produits ne permettent pas de faire. Jérémy Chor, du coup, quand vous échangez directement avec des clients, même question, pourquoi l'assurance vie plus qu'effectivement aller directement sur des unités de compte en direct? Et ensuite, globalement, comment est-ce que... quelle est la part d'unités de compte que vos clients, que les épargnants sont prêts à mettre dans leur contrat? Alors, d'abord, pourquoi l'assurance vie? Parce que l'assurance vie apporte beaucoup d'avantages, et notamment fiscaux. On peut détenir, par exemple, au sein d'un contrat d'assurance vie, de l'immobilier sans subir la fiscalité de l'immobilier. Et on sait qu'en France, l'immobilier, c'est le sous-jacent qui est le plus fortement imposé, puisqu'il est taxé à hauteur de la tranche marginale d'imposition, plus les 17,2% de prélèvements sociaux. Mais vous faites bien de rappeler ça, ça veut dire que quand on dit unité de compte, on pense action, mais en fait, ça n'est pas que des actions, l'unité de compte. Dans les unités de compte, vous avez du monétaire, vous avez des obligations, vous avez des actions et vous avez des valeurs immobilières aussi. Donc effectivement, dans les unités de compte, on est dans un milieu qui est extrêmement vaste. Il y a 18 000 ou 19 000 unités de compte sur le marché. Et dans ces unités de compte, il y a beaucoup de variétés très très différentes. Donc on peut mettre au sein d'un contrat d'assurance vie, c'est aussi un des avantages, c'est qu'on peut diversifier son allocation. On peut avoir un contrat d'assurance vie dans lequel on peut avoir des fonds en euros, bien sûr, puisqu'il y a encore énormément de clients qui continuent à avoir une partie de leur investissement sur des fonds en euros, mais qui vont aussi chercher de la diversification avec des actions, avec des obligations ou avec encore de l'immobilier. Et donc, du coup, quelle est la part dont les épargnants sont prêts à prendre un risque ou non, en tout cas en allant sur des unités de compte? Alors, nous, ce qu'on remarque chez les conseillers en gestion de patrimoine de manière générale, c'est que la proportion d'UC au sein des contrats est un peu plus importante que la moyenne révélée par Franck à hauteur de 41%, puisque chez les conseillers en gestion de patrimoine, les UC représentent à peu près 54% des allocations. Alors, sans doute que les épargnants qui se débrouillent tout seuls pour faire leur contrat sont un peu plus dans les standards, mais généralement quand ils sont accompagnés par un professionnel de la gestion de patrimoine, qui doit bien sûr répondre à un objectif du client en fonction de sa situation, du contexte économique, de ses objectifs, de son aversion ou son appétence au risque, etc. Et bien, la proportion des unités de compte est un peu plus importante. Est-ce qu'on peut demander à son gestionnaire de patrimoine de faire évoluer cette proportion dans le temps? Parce qu'effectivement, généralement, on va avoir son banquier ou son gestionnaire de patrimoine, on ouvre un contrat en assurance vie, on fait un choix de gestion qui correspond à notre état d'esprit du moment. Est-ce qu'on peut le faire évoluer, par exemple, en fonction de l'actualité économique, en fonction des tendances de marché? Oui, bien sûr, le contrat ou l'allocation du contrat d'assurance vie n'est absolument pas figé. On peut très bien, dans un premier temps, être extrêmement exposé sur les marchés actions, par exemple, si on a un horizon d'investissement sur le long terme, parce que les actions sont très performantes sur le long terme, et on est un peu protégé du risque si on reste investi sur du long terme. Et en fonction de son avancée dans l'âge ou en fonction de ses objectifs, on peut sécuriser son contrat en diminuant la poche action pour aller sur des supports un peu plus sécuritaires. Et après, il y a également des gestions, ce qu'on appelle les gestions profilées, par exemple, où on détermine une échéance de l'investissement et automatiquement, la poche risquée va diminuer en fonction de la durée. Franck Levallois, vous souhaitez réagir sur ces adaptations de stratégie? Oui, absolument. Donc, l'assurance vie répond à une multitude d'attentes possibles, mais elle doit évidemment s'adapter, l'allocation doit s'adapter à ce qu'est à la fois le profil d'investisseur de l'épargnant, mais également son projet d'investissement. Finalement, il
investit l'épargne sur un produit d'assurance vie, mais pour faire quoi? Quel horizon de temps? Pour financer quel projet? Oui, c'est vrai Donc, que ces questions pour faire sont quoi? Est-ce que c'est parce que j'ai de l'argent et que j'ai besoin de le mettre de côté et que je me dis que j'ai le réflexe assurance vie, ou est-ce que j'ai un projet derrière? Bien sûr, Absolument. oui. Et en fait, cette analyse que réalise le conseiller au moment de la souscription et dans le temps, cette analyse à la fois du profil d'investisseur et du projet d'investissement, c'est ce qu'on appelle le devoir de conseil. Et depuis quelques années, il y a eu un renforcement assez important de ces exigences en termes de devoir de conseil, qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que le produit d'assurance vie, lorsqu'il est commercialisé, lorsqu'il est recommandé dans son allocation, eh bien, il correspond aux attentes qui sont exprimées par l'épargnant et qui peuvent évoluer dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle cette allocation, elle peut également évoluer dans le temps. Bon, oui, Jérémy Chor. C'est aussi une des raisons pour laquelle on voit aujourd'hui une multitude de contrats parfois au sein d'un même foyer. D'accord. Parce qu'on a un contrat qui peut être ouvert pour un projet. Plutôt que d'avoir un contrat qui est un Au sein d'un même foyer ou pour une même personne? Pour une même personne ou au sein d'une même famille. Parce qu'on peut avoir, plutôt que d'avoir un contrat qui va répondre à tous les besoins de la famille, on va distinguer en fonction des projets. L'achat d'une résidence principale, par exemple, dans les 5 prochaines années. Comme disait tout à l'heure Franck, la préparation des études des enfants qui intervient peut-être dans 10 ans. La retraite qui est beaucoup plus lointaine. Et en fonction de ces projets-là, les allocations ne seront pas les mêmes. Donc on va répartir comme ça les objectifs et les projets des clients sur des contrats différents. Alors, un mot rapide de l'unité de compte immobilière qui est peut-être un petit peu moins connue du grand public, puisque du coup, je le disais tout à l'heure, quand on parle d'unité de compte, on associe très souvent ça à des actions. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un contrat d'assurance vie investi en unité de compte immobilière, Jérémy Chor? Alors, les unités de compte immobilières, aujourd'hui, il y en a plusieurs types au sein des contrats d'assurance vie. Il y a tout d'abord les SCPI. D'accord, on peut investir en SCPI via son contrat d'assurance vie. Exactement. Il y a des contrats dans lesquels on peut avoir aujourd'hui une trentaine de SCPI, par exemple, qui vont être accessibles. On a également des OPCI ou encore des SCI de rendement, on peut dire. OPCI, c'est comme une SCPI, sauf qu'on n'a pas que de l'immobilier. On peut mixer ça avec des actions ou d'autres les produits SCPI financiers. sont un produit purement immobilier, 100% d'immobilier. Les OPCI ont plutôt 60% d'immobilier généralement et 40% de poche financière. Donc on est plutôt sur un produit hybride. Et on a également donc des SCI qui prennent de plus en plus de place sur l'épargne immobilière aujourd'hui, puisqu'elle représente une excellente alternative aujourd'hui au fonds en euros. On disait tout à l'heure que les épargnants étaient à la recherche de la performance, mais ne sont pas pour autant prêts à prendre beaucoup de risques. L'immobilier qui représente encore aujourd'hui, on peut le dire, une valeur refuge, parce que la volatilité est extrêmement faible, les rendements sont intéressants, permettent d'amorcer ce virage de changement d'allocation des fonds en euros vers des unités de compte, sans aller forcément sur des fonds actions où le risque est peut-être un peu plus élevé. Oui, donc il y a un facteur psychologique aussi de se dire l'immobilier, ça me rassure, donc je vais plutôt vers des unités de compte en immobilier plutôt que d'aller sur des marchés financiers. Tout à fait, parce que la pierre, effectivement, c'est la valeur refuge, ça rassure, c'est du palpable. Et encore une fois, les performances qui sont autour de 4% à peu près pour la pierre papier en moyenne, sont quand même aujourd'hui 2 à 3 fois supérieures au fonds en euros. Et on a une volatilité qui est extrêmement faible, donc un risque qui est assez maîtrisé. Bon, après, effectivement, il faut quand même s'intéresser à ce qu'il y a dans la SCPI. On investit dans l'immobilier qui peut être très différent, que ce soit l'immobilier de bureau ou de la santé ou autre. Et il faut quand même se renseigner et savoir si on croit à la stratégie ou non. Il ne faut pas juste se concentrer sur le contrat d'assurance vie, il faut aller regarder dans le détail après. Oui, bien sûr, mais ça c'est pour chaque fonds qu'on va loger dans son contrat d'assurance vie. C'est quand même bien d'avoir l'information et la stratégie du fonds. L'avantage de la SCPI, par exemple, ou de la SCI ou de l'OPCI, c'est qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur, on sait dans quoi on va investir. Soit on a des SCPI qui sont ultra diversifiés, qui vont investir sur toutes les classes d'actifs de l'immobilier, le bureau, le commerce, la logistique, l'hôtellerie, etc. Mais on a de plus en plus cette tendance de thématique, et on retrouve cette tendance de thématique de manière générale dans les UC, qu'elles soient financières ou immobilières. Et aujourd'hui, dans les SCPI, on a des SCPI spécialisés sur la santé, sur le résidentiel, sur la logistique, et ça permet à l'investisseur de savoir exactement où il va investir, et surtout, on va lui apporter de la diversification en multipliant les différentes SCPI au sein du contrat d'assurance vie. Bon, en réalité, du coup, effectivement, on peut faire beaucoup de choses au sein de ce contrat d'assurance vie, mais il faut quand même aller regarder dans le détail un petit peu ce qu'on nous propose et ensuite choisir, en fait, adapter une stratégie comme si on investissait directement, sauf que du coup, il y a un contrat d'assurance vie derrière. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Franck Levallois, directeur général de la Fédération française de l'assurance, et merci Jérémy Chor, directeur commercial de bienprévoir.fr. On se retrouve tout de suite, quant à nous, dans la deuxième demi-heure de Club Patrimoine, juste après la publicité.
Rebonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie d'émission en partenariat avec Club Patrimoine, où tous les jours à 13h30, nous donnons la parole aux conseillers en gestion de patrimoine ainsi qu'aux experts du secteur pour décrypter leurs enjeux et leurs choix d'allocation. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cette deuxième partie par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous et au sommaire de cette deuxième partie de Smart Patrimoine, le club macro. Et nous allons recevoir Faiz Ebadj, qui est président de Norma Capital. Et on parlera de pierre papier. Est-ce réellement la bonne allocation pour la rentrée? On en parle avec lui tout de suite, Nicolas. Et ensuite, dans le Club Action, nous dresserons avec Jean-Luc Guittard, directeur général de Consulting Group, le bilan de la crise sanitaire sur l'immobilier d'investissement. Et enfin, restez bien avec nous jusqu'à la fin, notre chroniqueur du jour, Christophe Roche, fondateur d'Octopus Patrimoine, nous aidera à mieux comprendre ce qu'est une microcap. Voilà un programme passionnant. On se retrouve tout de suite dans le Club Macro. Et bienvenue dans le club macro. Faiz Ebadj, président de Norma Capital, vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous, Faiz. Bonjour Laura, bonjour Nicolas. Alors, depuis le début de l'année, les entreprises vont bien. Les chiffres sont d'ailleurs en général bien meilleurs qu'attendus. Et s'il y a bien un secteur qui en profite, c'est l'immobilier. Et malgré la crise sanitaire qui pose une vraie question sur l'avenir du bureau, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, dans l'immobilier, il y a un placement qui marche bien, la SCPI. Est-ce que c'est la bonne allocation pour la rentrée? Alors, je sais que vous n'allez pas me dire le contraire parce que vous vendez des SCPI. Seul problème aujourd'hui, c'est l'engouement qu'il y a autour de ce produit-là. Et on commence à s'interroger sur la qualité des actifs, des prix. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? Non, je dirais qu'aujourd'hui, les SCPI sont effectivement s'imposent de plus en plus dans le patrimoine des épargnants, puisque c'est une classe d'actifs qui a montré sa robustesse depuis un certain nombre d'années. Un point important à noter aussi, c'est que depuis 2010, les SCPI ont triplé leur capitalisation. Donc c'est un produit qui, après les crises finalement successives, devient un produit de plus en plus important. Il faut savoir que les SCPI existent depuis 50 ans. Donc c'est un produit qui montre sa robustesse, qui montre aussi un spread de rendement assez intéressant par rapport à d'autres typologies d'actifs sécurisés. Et puis c'est aussi une voie d'allocation qui est de plus en plus diversifiée avec un nombre de capacités d'allocation sur des typologies d'actifs beaucoup plus vastes aujourd'hui que traditionnellement sur du bureau et du commerce. Donc la SCPI est aujourd'hui un placement qui est pertinent et qui s'impose encore plus avec la crise sanitaire aujourd'hui. Et alors, je regardais un petit peu les chiffres de collecte de SCPI. C'est effectivement, ça progresse sur le premier trimestre 2021 par rapport à 2020. Donc, on sent effectivement cet engouement de la part des épargnants. Qu'est-ce qui les rassure? C'est parce qu'il y a immobilier dans le terme et que du coup, on se dit que c'est tangible? Je dirais que d'abord, l'immobilier fait partie des classes d'actifs favorisées par les Français. Bien sûr. Ils comprennent bien déjà. Voilà, les Français ont un attachement à l'immobilier. Et pourquoi la SCPI? Parce que finalement, on a l'immobilier sans la gestion, sans les difficultés, sans les contraintes, avec une information régulière, trimestrielle. Donc la SCPI, très clairement, est un produit qui allie et le cœur et la raison grâce à la capacité d'avoir de l'information et d'avoir une vraie visibilité sur sa performance de patrimoine. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence sur le marché. Du coup, les biens sont chers. J'imagine que vous ne les achetez pas au prix que vous souhaitez. Alors, dans la vie économique, il y a toujours des cycles. On a toujours des hauts de cycle, des bas de cycle. Aujourd'hui, les actifs réels sont des actifs très recherchés. Donc, quand il y a une recherche plus importante que l'offre, il y a un phénomène léger d'appréciation des prix. Mais il faut considérer cette logique sur le long terme. Quand on investit sur l'immobilier, on investit sur du long terme. D'ailleurs, le placement recommandé en SCPI est d'une durée de 8 à 10 ans minimum. La détention moyenne de part de SCPI est de 20 ans. Donc finalement, globalement, il faut vraiment considérer l'investissement en SCPI sur le long terme. Et, ça veut dire qu'on garde ses parts de SCPI plus longtemps qu'on garde un appartement finalement? Et effectivement, la moyenne, je crois, de détention d'un appartement est de 7 ans. Donc la SCPI est plutôt une allocation encore plus long terme que le logement. Le logement, on change de besoin, c'est un usage personnel. Et finalement, en fait, la SCPI était vraiment une allocation d'épargne et de stratégie patrimoniale. Alors effectivement, il y a des questions sur des secteurs au sein des SCPI et je laisserai Laura revenir dessus tout à l'heure. Juste avant, je suis allé faire un petit tour sur le site de Norma Capital et j'ai vu qu'il y avait une SCPI ISR. Alors j'avoue que
c'est pas forcément évident au premier abord de se dire comment est-ce qu'on peut proposer un produit financier en lien avec l'immobilier, mais qui respecte du coup un certain nombre de contraintes ISR. Qu'est-ce que ça veut dire une SCPI ISR aujourd'hui? Alors, en fait, le label ISR, c'est un label qui existe déjà depuis de nombreuses années sur les produits financiers. Bien sûr. Ouais. Il y a eu un développement récent mené par le ministère de l'économie et des finances sur justement l'extension du label ISR à l'immobilier. Et vous faites partie en plus des premières SCPI à avoir été labellisées. Exactement, nous avons chez Norma Capital un attachement tout particulier à la responsabilité de nos investissements et il était tout naturel que nous nous lancions sur le label ISR parmi les premiers en France. Et le label ISR en immobilier, qu'est-ce que cela signifie? Le label ISR impose une information complémentaire à l'épargnant pour comprendre ce en quoi son épargne lui est utile ou peut être bénéfique à la société, avec un ensemble de mesures qui sont catégorisées sur les 3 lettres E, S et G, qui commencent à s'imposer dans l'environnement aujourd'hui de l'épargne, environnement, social et gouvernance. Et aujourd'hui, quand on a une SCPI ISR, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on met en place des actions pour favoriser justement l'environnement, le social et la gouvernance, en vue d'améliorer la qualité du patrimoine et surtout d'agir aussi pour une sobriété environnementale et énergétique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous investissez, par exemple, ou vous proposez de l'immobilier qui respecte des normes environnementales particulières ou des normes énergétiques particulières, ou qui va aider à reloger ou à loger à bas coût des personnes qui dans le besoin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes d'immobilier dans le fond? Oui, parce qu'en plus, ce que dit Nicolas, c'est que du coup, il y a plus de contrôle. Ça veut dire plus de contrôle, plus d'équipes techniques derrière, des équipes de property. Donc ça, c'est quoi? Ça augmente les coûts. Oui, également. Vraiment, c'est le... Ouais. Très clairement, c'est un effort de la société de gestion qui est bien souvent consenti, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus ignorer le fait qu'on a tous une responsabilité aujourd'hui face à l'environnement. Le rapport du GIEC assez récent nous montre aussi qu'il faut agir. C'est plus un sujet... C'est une responsabilité collective. Voilà, c'est une responsabilité collective et il faut agir concrètement pour aller de l'avant sur ces sujets-là. Et donc, techniquement, on fait le choix d'une stratégie ISR. Une stratégie ISR signifie qu'on prend des actifs dans un état que l'on détermine avec une note minimale en fonction de ces 3 critères que je viens de préciser. Et on vise une amélioration très concrète à 1 an, 2 ans, 3 ans. De l'actif en question. De l'actif en question et globalement donc du fonds, puisqu'on a impérativement aussi l'objectif de valoriser d'un point de vue extra-financier nos actifs immobiliers. Mais quand les coûts augmentent comme ça, donc les rendements baissent? Alors, il est vrai qu'on a une lame de fond du sujet ISR, ça coûte plus sur le rendement, etc. Non, je pense que ce qui coûte le plus, c'est l'effort. C'est résilient, mais effectivement, ça croque un petit peu les rendements. Ouais. Non, je pense que le point, c'est effectivement l'effort qui est mis dans le développement d'une stratégie ISR. Vous disiez, Laura, tout à l'heure, juste avant, qu'effectivement, ça demande plus de personnel, plus d'efforts, plus de concrétisation. Et effectivement, c'est un effort financier de la part de la société de gestion qui est nécessaire. Mais l'épargnant, de toute manière, il doit voir la durabilité de son placement et il est aussi dans la contrainte aussi d'imaginer des investissements pour déjà maintenir son patrimoine. Donc après, il faut faire coïncider ces plans d'investissement sur le long terme avec une stratégie très ciblée sur l'ISR. Donc des biens qui sont plus chers, des taux de rendement qui baissent. Donc, du coup, moi, je m'interroge, puisque quand on regarde votre SCPI Vendôme Région, comment vous faites pour faire du plus 6% dessus? Alors oui, il faut être très concret. Le point principal, c'est la diversification. Oui. Lorsqu'on investit pour avoir un rendement moyen à ces niveaux-là, c'est effectivement d'aller sur différentes catégories d'actifs, permettant en fonction des cycles des rendements plus ou moins importants, et essayer d'équilibrer les choses de manière régulière. Donc ce n'est pas une stratégie figée dans le temps, c'est une stratégie qui évolue en fonction du contexte et de l'économie. Je vais prendre un exemple. On a parlé de retail bashing pendant quelques mois, pendant ces 18 mois avec la crise de la Covid-19, mais finalement aujourd'hui le retail voit la consommation des ménages au rendez-vous avec les réouvertures. Et donc, ça redevient une classe d'actifs qui devient intéressante. Donc, finalement, il y a eu une fenêtre de tir aussi pour acheter du retail et puis aujourd'hui profiter du rétablissement du retail finalement dans le patrimoine global. C'est ça, voilà. Pour préciser, du coup, le retail, donc des boutiques ou des magasins, vous achetez du coup les murs et du coup, ils payent un loyer à la SCPI, ce qui offre un rendement à l'épargnant. Tout à fait, Nicolas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bureaux. Vous croyez vraiment aux bureaux, ça, c'est une certitude, puisque Vendôme Région marche bien. Et il y a beaucoup de bureaux dans Vendôme Région. Je crois que c'est quoi? C'est près de 64%. C'est ça, plus de 60%. Alors le bureau, aujourd'hui, c'est la classe d'actifs principale sur le marché de l'investissement en immobilier d'entreprise.
80 à 90% de l'investissement immobilier d'entreprise en France concerne le bureau. D'accord. Il faut dire qu'en France, on est sur une économie principalement tertiaire. Donc le premier emploi, finalement, en France, c'est le bureau. Donc c'est le marché principal, donc c'est une classe d'actifs qui nous semble incontournable. Et alors avec le télétravail, du coup, le bureau, ça peut créer quelques inquiétudes vis-à-vis des épargnants. Qu'est-ce que vous anticipez, vous, en tant que professionnel du secteur ? Alors, Aucun locataire dans ces bureaux. non, alors aujourd'hui, effectivement, on a eu plusieurs phases de confinement, déconfinement, des règles appliquées imposées par le gouvernement. Aujourd'hui, on rentre dans une phase où, quelque part, on laisse le marché s'exprimer sur le temps de télétravail, oui ou non, etc., des accords d'entreprise qui sont en train de se mettre en place. Il y a des équilibres qui sont en train de se mettre en place. Donc le bureau, moi, je crois vraiment que c'est une classe d'actifs qui va perdurer. Et surtout, on regarde de points essentiels. Aujourd'hui, on parle, vous avez eu la REF qui se réunit, aujourd'hui, on parle d'une entreprise sur deux qui a des difficultés de recrutement. Aujourd'hui, le bureau participe à l'attractivité d'une entreprise. Offrir des espaces communs, offrir des espaces de rencontres pour les salariés d'une entreprise participe à l'attractivité de l'emploi. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que le bureau rentre en tant qu'investisseur immobilier. Nous avons le devoir de faire aligner les besoins des entreprises avec justement le besoin de retour au travail, finalement avec des accords qui vont être mis en place. Les sondages parlent de 1 jour et demi par semaine, 2 jours, mais physiquement, il y aura toujours besoin de bureaux. Et peut-être des espaces organisés différemment. Une dernière question, comme ça, très rapidement, Faïs. Vous allez passer Vendôme Région en ISR ? Alors, en fait, pour tout vous dire, Vendôme Région fait l'objet déjà d'une valorisation ESG depuis plusieurs mois, notamment depuis la première obtention du label ISR sur Fair Invest. Et il n'est pas improbable que dans les mois à venir, une réflexion on va dire plus prenante pour Vendôme Région se mette en place. Mais je pense que exactement, vous allez certainement passer 100% de vos encours en ISR, c'est bien ça ? C'est un sujet qui est fort probable. C'est un vrai sujet. Et ce qui ferait de vous la première société de gestion C'est un objectif. C'est un objectif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Faïs. Merci Nicolas, merci beaucoup. On se retrouve tout de suite avec vous, Nicolas. Oui, dans le Club Action, dans un instant. Le Club Action. Et c'est l'heure à présent du Club Action où nous recevons Jean-Luc Guittard, directeur général de Consulting Group. Bonjour Jean-Luc Guittard. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Luc. Bon alors on reste dans une thématique immobilier dans cette émission. On va parler d'immobilier, d'investissement. On va tenter de comprendre ensemble l'état des lieux de cet immobilier d'investissement après 1 an et demi de crise Covid. Tout d'abord, on va redéfinir un petit peu l'immobilier d'investissement. Ça recouvre des stratégies très diverses. On peut investir directement, on peut passer en SCPI, en OPCI, en dispositif Pinel ou LMNP. Enfin, je ne les cite pas tous, mais il y en a de très, très nombreux. C'est vaste. C'est vaste, effectivement. En cette rentrée de septembre, vous avez quand même, vous, un petit peu de recul sur les effets de la crise sanitaire sur l'immobilier d'investissement. Qu'est-ce que vous constatez ? Est-ce qu'il y a des dispositifs utilisés plus que d'autres ? Est-ce qu'il y a des stratégies qui plaisent plus ou qui plaisent moins, que ce soit aux épargnants ou même aux professionnels du secteur ? Alors, c'est une question complexe. Le sujet qu'on a eu, Covid égale fermeture d'activité. L'immobilier d'investissement, par définition, c'est l'immobilier où on n'habite pas. Il est donc souvent exploité par quelqu'un d'autre qui en fait son activité et qui, à ce titre-là, nous verse à nos investisseurs un loyer. Et donc, cette situation a fait que des activités s'arrêtant, même si elles ont été aidées, bien aidées par le gouvernement, eh bien, elles n'ont plus de revenus. Et donc, on avait une crainte et on a eu quelques cas de loyers qui n'ont pas été payés ou qui ont été payés avec retard, puisque ces structures ont eu ces difficultés. Ça, c'est la première conséquence, puisqu'elle résulte d'une espèce de... D'abord, il y a une peur, il y a un choc. Bien sûr. Il y a une espèce de choc qui arrête les choses. Puis ensuite, les choses ont redémarré. Et donc, on a vu une saison, si je prends le cas du tourisme, puisque finalement, on est à la rentrée, on a eu une saison 2019 qui était pas mauvaise, puisqu'on avait on a eu une première fin de crise finalement au mois de juin, on a déconfiné, donc les gens sont quand même partis en vacances, et puis on a replongé à la rentrée. Ouais. 2019 ou 2020 ? Je parle de 2019. C'est le premier phénomène qu'on a connu, si je fais un peu d'historique. 2020 finalement, on s'est retrouvé dans la situation qu'on connaît même encore aujourd'hui, avec la logique de variants, etc. Pour autant, j'ai pu obtenir les premiers chiffres en fait de la saison de cette année, la saison touristique, et ils sont excellents. C'est-à-dire qu'il y a des croissances qui sont des croissances à 2 chiffres, que ce soit en taux d'occupation, et évidemment, parce que les gens sont partis en vacances en France. On est sur une année de vacances, comme on dit, bleu, blanc, rouge. Donc beaucoup de gens partout. Le concept de la résidence de tourisme
est un concept qui fonctionne bien puisqu'il y a un accueil. C'est quoi, en termes justement de résidence de tourisme, c'est quel type de résidence tourisme? C'est du camping 5 étoiles? Qu'est-ce que vous avez? Non, nous on travaille plutôt sur tout ce qui est des résidences qui vont être cette fois-ci en dur, et donc qui accueillent sur du 3 étoiles, 4 étoiles, des gens qui viennent passer un séjour d'1 semaine, 2 semaines. Et les gens se sont quand même mélangés, mais enfin les piscines, Appartements, c'est des logiques de cellules. D'accord. Une cellule suffisamment grande pour qu'on puisse y évoluer en famille. Bon, alors en famille, Okay. le sujet Covid se pose moins, en tout cas il n'est pas aussi fort que quand vous croisez des gens qui ne sont pas de famille. Et donc du coup c'est beaucoup plus pratique puisque c'est entretenu et vous pouvez vivre pas en autarcie, mais vous pouvez vivre sur votre sujet. Voilà, certaines de ces résidences sont équipées de restaurants. C'est ça, c'est des résidences-services finalement dont on parle. D'accord. Exactement. Et ça c'est un sujet qui est intéressant puisque ça traverse plutôt bien. Les crises et les rebonds sont impressionnants. Pour tout dire, on ne s'attendait pas à ça. Les réservations sur septembre-octobre sont très bonnes. La seule chose qui a disparu, c'est les groupes. D'accord. Okay. Ça, y a plus. Disparu. Okay. En tout cas, on part moins en groupe de... Ah oui, les groupes, d'accord. Ce qui a disparu, effectivement, c'est les réservations en groupe sur les résidences services. On part plus en famille, finalement, c'est ça. C'est ça, exactement. Petit comité. Petit comité connu, et puis après, je pense que les phénomènes vaccination, tests, etc., font que ce cercle doit être connu. Enfin, on voit tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur le pass en entreprise ou ce genre de choses. Voilà, on sent bien que les gens se sont adaptés, finalement. Ce qui prouve que le sous-jacent de cet immobilier, finalement, d'investissement, c'est-à-dire une résidence qui est gérée, a traversé la crise, puisque dans les saisons, si je fais exception de la saison d'hiver, où là, c'était les stations, finalement. Bien sûr, oui. Si on ne ferme pas le sujet, le besoin est important et l'équipement, il est en France. Justement, comment vous le sentez? Comment vous sentez cette saison hivernale qui arrive? Si elle est comme elle a été cet été, c'est-à-dire ouverte, elle sera sans doute excellente. Le domaine skiable français, c'est le plus grand du monde, le plus équipé, le plus... Enfin voilà, je crois que c'est pas pour être... en revanche, si c'est fermé, c'est fermé. Et puis il faut que la météo soit avec nous. Oui, mais je pense que, vous avez raison, mais d'une manière générale, il y a quand même un niveau d'enneigement récurrent. Je ne fais pas le pari qu'il n'y aura pas de neige. Et donc, s'il y a de la neige, il y a des gens qui viennent en vacances. Et que les remontées marchent. Mais si vous fermez la principale activité de ce type de station, tout l'hébergement, toute la restauration, enfin tous les métiers finalement qui sont autour de ça, disparaissent. Donc l'immobilier d'investissement, si je comprends bien, au sortir de cet été 2021, ne va pas si mal que ça. Si jamais on a acquis en fait des parts ou voire un appartement dans une résidence service, on a pu être inquiété au début de la crise sanitaire, mais ce que vous nous dites, c'est que ça repart. Du moment qu'on a investi en France, en tout cas. Alors évidemment, du moment qu'on a investi en France, le modèle n'avait pas finalement traversé de crise de cette nature-là, de crise sanitaire. C'est fait. Bon, c'est comme ça. Il est résistant, il est résilient, puisqu'il a bien tenu sur des opérateurs assez solides. C'est une époque, le nombre d'opérateurs a été fortement diminué dans la dernière décennie. Et donc, c'est des opérateurs plus solides, bien installés sur leur territoire, qui ont une diversité d'offres qui fait que les évolutions des besoins, etc., ils ont la capacité, en tout cas, à le prendre en compte. Donc, c'est la conclusion qu'on a. Ce qui est plus encore un peu impacté, c'est tout ce qui va être résidence d'affaires. D'accord. Quand on regarde... Parce que vous avez c'est quoi? C'est de l'hôtellerie d'affaires? Ça, c'est de l'hôtellerie d'affaires. Et là, c'est quel type, du coup? Alors là, c'est pareil, c'est 3 étoiles, 4 étoiles, mais qui sont en ville. D'accord. Si je prends l'exemple de Paris, les premiers chiffres qu'on a sur Paris, c'était un taux d'occupation qui est autour de 85%. Là, cet été, il aura été à 70%. Donc, j'allais dire, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est pas 85, c'est 70, ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais c'est quand même 70, ça veut dire qu'il y a des gens qui reviennent. On voit des Européens. D'accord. Oui. On a une présence d'Européens qui représente à peu près presque 25%. 60% c'est des Français, 25% c'est des Européens, 10% d'Américains, ce qui commence à prouver que les flux se réétablissent. Ce qui a complètement disparu, c'est la clientèle asiatique et Moyen-Orient qui représentait jusqu'à presque 30% et qui aujourd'hui va représenter un petit 5%. Pareil, à remettre en place, mais c'est le point sur lequel, aujourd'hui, sans inquiétude particulière, c'est un peu plus lent à remettre en marche, mais quand j'écoutais les chiffres de l'économie là, ce matin et le ministre de l'économie et des finances qui parlait d'une croissance de 6%, c'est quand même de très bon augure. Je ne sais pas quel sera le chiffre exact pour 2021, mais dans ces niveaux-là de croissance, je vais dire, ce type d'activité est forcément soutenu, au sens où
Ça crée, pour faire du business, il faut quand même encore se déplacer. Il y a quand même, voilà, Bien sûr. on est sur des cultures de rencontres, d'échanges. Mais il y a un autre marché sur lequel vous êtes très présent, c'est les résidences seniors. Alors, avec la population qui vieillit, c'est vrai que c'est un marché stable. C'est quoi le taux de rendement justement sur ce type de produit? Quand on investit dans une résidence senior, qu'est-ce qu'on peut gagner? Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre? Ouais. Juste le concept, c'est une pyramide des âges qui fait que nous serons tous plus nombreux dans un âge plus élevé. Et donc, Joliment dit. Voilà. oui, C'est ça. la forme d'habitat finalement qui se développe, c'est un habitat qui est à la fois collectif. On est tous dans un immeuble, on limite l'artificialisation des sols, Ouais. c'est-à-dire D'accord. qu'on concentre les choses, on peut être beaucoup plus efficient sur le plan consommation énergétique, émissions de CO2, et en même temps on recrée du lien social autour de personnes qui sinon sont dans leur habitat traditionnel et finalement isolés, et petit à petit qui s'isolent, puisque c'est une espèce de phénomène. Donc ce besoin, il est là pour deux raisons, parce que c'est un besoin de la société, je pense que ce besoin collectif existe, et deuxièmement, le volume fait que donc notre choix nous a été de dire, on essaye d'instaurer des partenariats avec des grands opérateurs qui développent des résidences senior services, donc c'est un logement et une offre de services modulable. Et donc c'est quelque chose qui s'est développé depuis maintenant une petite dizaine d'années. On est leader sur ce marché-là. Et on a avancé en plus en se disant il faut aussi que toute la population en bénéficie. La première offre de résidence-service est une offre plutôt haut de gamme, ce qui est assez classique, puisque il fallait chercher une solvabilité Bien sûr. Oui. dans les occupants, parce qu'on paye un loyer là aussi, donc c'est un peu Bien toujours sûr. la même chose. Et donc là, avec des partenaires, on a créé en tout cas la résidence senior service qui va être plus sur le cœur de la population. Et donc, qui permet de loger à peu près 60% des personnes qui seraient demandeuses. Un objectif plus social derrière Un peu plus, sinon social, en tout cas, qui correspond mieux aux revenus moyens qu'on peut allouer finalement à son logement. Parce que c'est toujours la même question, c'est-à-dire être bien logé, accéder à des services, c'est quand même avoir les moyens de s'offrir ce genre de choses. Je parle évidemment pas de sujet de dépendance, puisque là, on est hors dépendance, c'est juste Bien un sûr. choix d'installation. Alors, on a fait le bilan du tourisme après Covid, ou en tout cas après un an et demi de crise sanitaire. Ouais. On a fait le bilan dans effectivement l'immobilier d'affaires. Là, pour les résidences seniors, du coup, quelle évolution ou non avec la crise Covid? Parce qu'effectivement, on a toujours besoin de son logement, qu'il y ait une pandémie dehors ou pas. Gros développement, puisque le besoin, il est démographique. D'accord, donc gros développement même en période de crise. Puisque c'est un besoin démographique, donc la Covid a eu des conséquences sur un certain nombre de décès, mais dans une population très âgée qui finalement n'est pas directement concernée par ce type de résidence. Bien Or, sûr. ce qu'on constate, nous, c'est que le besoin est important, et puis on quitte un habitat qu'on ne rénove plus pour aller dans un habitat qui est neuf ou qui est juste rénové et qui est de bonne qualité. Il y a aussi une volonté d'être bien installé, puisque on vit plus longtemps et les besoins sont pas les mêmes. Merci beaucoup Jean-Luc Guittard de nous avoir fait un petit état des lieux finalement d'immobilier d'investissement. On n'a pas parlé effectivement du côté de l'épargnant, comment on fait pour y aller. On s'est vraiment concentré sur les secteurs, mais c'est bien, ça nous donne une vision un petit peu générale. Merci en tout cas, je rappelle que vous êtes directeur général de Consulting Group et je vous donne rendez-vous à vous tout de suite dans le Club Expert. Et bienvenue dans le Club Expert. Christophe Roche vient de nous rejoindre. C'est le dirigeant fondateur d'Octopus Patrimoine. Et avec vous, bonjour Christophe. Bonjour Laura. Bonjour. On va parler de micro-cap, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup parlé pendant la crise des small cap, puisqu'elles se sont vraiment distinguées par de très belles performances. On parle moins des micro-cap. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est une micro-cap? Alors, le micro-cap, c'est évidemment le cran en dessous de la small cap. En fait, il s'agit de sociétés cotées qu'on pourrait qualifier de microscopiques en termes de capitalisation boursière, puisque leur capitalisation boursière n'excède pas 500 millions d'euros. C'est un champ qui est assez vaste, puisque ça concerne à peu près 50 000 sociétés cotées dans le monde. Et alors, quelles sont les caractéristiques particulières finalement d'une micro-cap? En quoi elle va se comporter ou agir différemment d'une small cap ou autre? Alors, c'est généralement des sociétés qui sont plutôt jeunes et innovantes. Et la particularité, c'est qu'on va avoir un champ extrêmement important en termes de secteur d'activité. Il y a une grande diversité de secteurs d'activité. On va retrouver des éditeurs de logiciels, on va retrouver des sociétés industrielles, des sociétés dans l'agro. Mais la plus grande particularité, c'est cette jeunesse et cette innovation qu'on peut difficilement retrouver dans ce qu'on appelle les large caps ou les small caps. Pourquoi est-ce que ce serait une classe d'actifs intéressante en termes de diversification?
Tout simplement parce que c'est une classe d'actifs sur laquelle on peut aller chercher une surperformance par rapport au marché traditionnel. Surperformance qui est liée également à une prise de risque. Bien sûr, toujours le couple rendement-risque. Oui. Exactement. Mais on est sur un marché qui est extrêmement dynamique. On l'a connu ces 2 dernières années, énormément de fusions, acquisitions, etc., qui vont faire en sorte qu'on va aller trouver des valorisations qui vont pouvoir s'amplifier assez rapidement. Et alors justement, vous nous parlez de performance. Un mot peut-être sur les performances de ces microcaps. On parle de performance générale ou on rentre un peu plus dans le détail de secteur d'activité? On peut parler plutôt de performance générale en faisant un focus plutôt sur la zone euro qui concerne environ 5000 sociétés en microcap. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Si on s'en réfère à une évolution depuis le 1er janvier, on est environ à 27-28% de performance. Et 51% sur une année glissante. D'accord. Voilà, quand l'Eurostock 50 doit être à 18% depuis le début de l'année. Donc on voit qu'on a une surperformance à aller chercher. Dans tout investissement, il y a un risque, des risques. Quels sont là les risques associés avec les microcaps? Alors il y a un risque principal en fait qui fait peur aux investisseurs et aux gérants, qui est un risque de liquidité. Parce qu'en fait, c'est un marché sur lequel il n'y a pas beaucoup d'échanges. Donc, en fait, en cas de retrait du marché, il n'y aura pas forcément quelqu'un pour vous racheter vos positions. Donc, en fait, le danger le plus important pour un investisseur dans les microcaps, c'est celui de la liquidité. Oui, parce que ça ne cote pas en continu, du coup, une microcap. Ça cote à une fois par jour ou 2 fois par jour. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà. Et qui plus est, ce sont des sociétés sur lesquelles il y a peu d'informations. C'est-à-dire que les brokers traditionnels, les agences d'analyse traditionnelles vont un petit peu moins s'intéresser à cette classe d'actifs parce que c'est très compliqué d'aller chercher de l'information financière sur des petites sociétés. Donc du coup, ça revêt un caractère un peu plus risqué que les investissements traditionnels. Alors, même question que sur la performance, mais du coup plus concrète, comment est-ce qu'on fait pour investir dans les microcaps? On se dit j'investis dans les microcaps et puis du coup c'est une classe d'actifs à part entière, ou on va chercher des sociétés ou des secteurs d'activité? Alors, moi, je vais plutôt prêcher pour ma paroisse en tant que CGP. J'allais dire, je déconseillerais en fait à un investisseur de faire son propre stock picking, c'est-à-dire d'acheter ses propres valeurs. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos, parce que ça nécessite d'être vraiment très averti. Pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est compliqué d'avoir vraiment une lisibilité sur telle ou telle valeur. Donc, en fait, mon conseil, il y a quelques très bons fonds qui existent sur la place, avec des sociétés de gestion de renom qui sont très spécialisées sur les microcaps. Il faut faire confiance à ces gérants. Et donc investir dans ces fonds. Ouais. D'accord, donc des fonds spécialisés dans les microcaps. Dans les microcaps, oui. Donc il y a des sociétés, vous dites, qui font... Il y a des sociétés de gestion qui sont spécialisées, qui ont des fonds spécialisés. Je pense à Gay-Lussac, je pense à Odo également, qui est un des grands spécialistes des micro et des small caps. En Europe, il y a différentes sociétés de gestion qui peuvent nous proposer des fonds que l'on peut loger dans son PEA, dans son PEA-PME, dans ses contrats d'assurance vie. Et donc faire une composante en fait de l'allocation d'actifs du portefeuille. Et donc c'est eux qui vont aller chercher finalement les microcaps qui selon elles ont un potentiel, parce que vous nous parliez de performance tout à l'heure. Ça veut dire que c'est les performances finalement des fonds ou des microcaps dans leur ensemble? Parce que vous nous parliez du couple rendement-risque. C'est assez corrélé en fait. C'est assez corrélé. On s'aperçoit qu'en fait ces gérants ont énormément de lignes pour contrer cette liquidité. Donc on va avoir une évolution du fonds qui est assez proche de celle de l'indice. C'est le bon moment pour investir aujourd'hui? Alors ça, c'est toujours la question clé. Moi, mon conseil, c'est d'investir régulièrement dans cette classe d'actifs. Si on considère un portefeuille de placement, quel qu'il soit... Vous, en tant que CGP, là, tout de suite, là, vous le feriez? On fait investir régulièrement nos clients. C'est-à-dire que sur cette classe d'actifs, on leur demande d'investir tous les mois, tous les trimestres, de faire des versements, justement, parce qu'il est très compliqué d'identifier des points bas ou des points hauts. Une autre particularité de ce marché, c'est qu'on est assez décorrélé des gros mouvements des larges capitalisations. On s'aperçoit que ça baisse un petit peu moins violemment que les large caps, ça monte aussi moins directement. Donc si on résume finalement, le monde des microcaps, c'est un monde un peu à part finalement sur les marchés financiers, parce que décorrélé des grands indices et notamment des grandes capitalisations, qui offrent des perspectives de performance intéressantes. Encore faut-il savoir, de qui s'entourer finalement, parce qu'y aller tout seul, c'est prendre un gros risque quand même. Il ne faut pas y aller tout seul. Il ne faut pas y aller tout seul, c'est même on le dit franchement. C'est mon conseil. Après, pour moi, la constitution d'un portefeuille, c'est un peu une recette de cuisine. Il y a différents ingrédients. Si on parle de microcaps, on n'en est pas à la
pincée de sel, mais quasiment. Ça ne va pas être l'ingrédient principal. C'est une diversification, c'est notre thème aujourd'hui. Donc, il faut en faire, mais de manière mesurée, parce qu'il y a un risque. Merci beaucoup, Christophe Roche. Je rappelle que vous êtes le dirigeant fondateur d'Octopus Patrimoine. Et c'est déjà la fin de Smart Patrimoine. Laura, merci beaucoup d'avoir Merci animé Nicolas. cette Merci deuxième... merci d'avoir animé cette deuxième demi-heure ensemble. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.